Bonjour et bienvenue dans cette capsule où on traitera de 4 applications concrètes de l'utilisation des instruments financiers dérivés dans un contexte gestion actif-passif. Donc, avant de se lancer, si on regarde concrètement la reddition de comptes qu'en font les grandes institutions financières, vous avez ici un extrait du rapport annuel 2022 du Mouvement Desjardins, où on précise, dans le rapport annuel, le Mouvement Desjardins utilise des instruments financiers dérivés, particulièrement à des fins de gestion de l'actif et du passif. Donc, je vous fais grâce du paragraphe qui suit, mais ça témoigne tout à fait de ce que je viens de vous dire. Ce qu'on va regarder ensemble, c'est 4 types d'instruments financiers dérivés, les 4 principaux, là, vraiment les 4 catégories de dérivés, puis on va appliquer ça à 4 contextes différents. Donc, chaque type va être utilisé dans un contexte. Dans la pratique, évidemment, on peut utiliser plus d'un instrument financier dérivé à un contexte, là, mais ici, pour des fins de simplicité, puis assurer une bonne couverture, on va faire un appariement 1 à 1. On va parler des contrats à terme, des options, des repos, puis des swaps. On va placer ça dans le contexte des compagnies d'assurance, des garanties sur fonds de placement, du financement des régimes de retraite, puis des échanges entre les banques, donc dans le contexte bancaire et assurantiel. Les contrats à terme, c'est quoi? On va commencer avec ça. D'abord, c'est un contrat qu'on signe pour acheter ou pour vendre un actif à un prix, une date déterminée. Et évidemment, en supposant qu'on achète l'actif, cet actif-là nous produira des flux financiers à plus long terme. On va se donner un exemple avant d'aller plus loin. Ce que vous avez au bas de la page, c'est des contrats à terme qui sont signés pour que, par exemple, l'assureur achète des obligations dans les 5 ou 7 prochaines années. Ce sont les bâtonnets vers le bas. Donc, l'assureur débourse un certain montant pour acheter les obligations une fois qu'on est rendu dans ces années-là, les 7 premières années. Puis ces obligations-là vont lui générer des flux financiers à l'échéance, mais beaucoup plus loin. Donc, on débourse à court terme pour encaisser à long terme. C'est ce qui est précisé dans le tableau au haut de la page, le contexte d'un assureur recherchant de la durée. Donc, il achète sur un horizon de 1 à 7 ans des contrats à terme sur obligation qui vont lui générer des flux positifs sur un horizon de 20 à 30 ans, sinon plus. Donc, le sous-jacent, parce qu'il y a toujours un titre sous-jacent à la négociation d'un contrat à terme, c'est ici une obligation longue échelle. On va regarder concrètement ce que ça donne. On va regarder l'appariement d'une compagnie d'assurance. Ici, ce que vous avez, ce sont les flux associés au passif. Ce sont essentiellement, pour la très grande partie, les prestations qui vont être payées par l'assurance. Vous avez dans les quelques premières années un flux négatif, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les primes excèdent les prestations qui sont payables, mais sur un horizon plus long, qui est en fait très, très long. Évidemment, la compagnie d'assurance devra payer des prestations sur la base de son en vigueur à la date de l'évaluation. Donc, sur la base des contrats en vigueur à la date d'évaluation. Ça, ce sont les passifs. Si on regarde l'actif, c'est substantiel aussi, mais ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, les échéances sont plus courtes. Puis dans ce cas-ci, on a supposé que rendu en 2070, s'il y avait encore des actifs qui étaient détenus, comme des immeubles, par exemple, peut-être des actions, ils seraient vendus là, au-delà de à ce moment-là, pour pas aller trop loin. Donc, j'ai l'actif, j'ai les actifs, j'ai les passifs. Je viens rajouter mes instruments financiers dérivés dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça me donne le portrait global qui est présenté là. Puis ce qui est intéressant, c'est que on voit que la durée du passif, à ce moment-là, comme discuté là, dans le chapitre 2 sur les mesures de risque, la durée est près de 24 ans, alors que la durée de l'actif plus courte est de l'ordre de 19 années. Okay, donc, la durée de l'actif est seulement 82% de la durée du passif. Ça, c'est sans considérer les instruments financiers dérivés. Si je rajoute les dérivés, donc mes contrats à terme, je me ramasse dans une situation où la durée de mon passif est très proche, est plus élevée, est très proche de celle de mon actif. Donc, j'ai amélioré de façon significative là, ma position d'appariement. Donc ça, c'est une utilisation très répandue des contrats à terme dans les compagnies d'assurance. Je ne parle pas de la convexité, mais évidemment, les notions sont présentées dans le livre. Si je regarde maintenant du côté d'une option,
Une option, ça prend la forme d'un contrat, c'est un titre formel, là. Mais ça me donne simplement la possibilité d'acheter ou de vendre, tout dépendant de la nature de l'option, un actif sous-jacent à un prix déterminé. OK? Typiquement, je vais acheter une option d'achat sur une action ou sur un fonds de placement qui va me donner le droit d'acheter cette action-là dans le futur à un prix déjà convenu. Ça peut être la même chose avec un fonds de placement. Puis, ben, au lieu de me donner le droit d'acheter l'action ou le fonds de placement, ça pourrait me donner le droit de vendre l'action ou le fonds de placement à un prix qui est déjà déterminé de la même façon. OK? Dans les faits, si je veux acheter une option, puis ça peut être une option d'achat comme ça peut être une option de vente, je vais payer une prime à celui qui émet l'option. Puis évidemment, pour l'émetteur, l'intérêt tient au fait qu'il va encaisser cette prime-là. Pour l'acheteur, on situe ça dans un contexte de couverture, dans un contexte d'actif passif. Ben, l'option d'achat est intéressante parce que ça va me garantir le rendement au-delà du seuil, au-delà du prix d'exercice qui est convenu là, au moment de la transaction. À l'inverse, si j'achète une option de vente, ben, ça me permet de vendre l'action ou le fonds de placement à l'échéance à un prix prédéterminé. Ben, ce prix-là, il devient ma valeur minimale garantie. D'accord? Donc là, on va regarder l'usage qu'on peut en faire dans un contexte de fonds de placement assorti de certaines garanties. Comme vous le voyez, la figure qui est là, c'est la figure 7.4 du livre. Là. Dans le chapitre 7, on parle plus en détail des fameux placements garantis liés au marché, les PGLM, ou encore qu'on peut appeler aussi des billets à capital protégé, c'est-à-dire qu'on vous protège le capital, vous n'aurez pas moins que le capital investi. Ce que vous avez sur le graphique, c'est d'abord en bleu, les bâtonnets bleus, ben, c'est le rendement de l'actif sous-jacent. OK? Donc, il y a un point où c'est à 0. Si vous allez vers la gauche, les bâtonnets correspondent à du rendement négatif. Puis, si vous allez vers la droite, les bâtonnets correspondent à du rendement positif. Si on prend la courbe verte maintenant, ce que ça nous dit d'abord, c'est qu'avec une option, le rendement peut jamais être négatif. OK? Donc, le rendement minimum qu'on aura sur le placement garanti, le PGLM ou le BCP, il est 0. Par contre, si le rendement sous-jacent, de l'actif sous-jacent, ça peut être, comme je l'ai mentionné, une action ou un fonds de placement, si le rendement du sous-jacent est positif, ben, le PGLM créditera un rendement positif. Dans ce cas-ci, la courbe verte, le rendement qu'on crédite correspond à 150% du rendement de l'actif sous-jacent. C'est ce qui fait qu'on est plus élevé que les bâtonnets bleus. Si vous prenez la courbe orange, qui est aussi cachée en zone négative parce qu'elle est sous la verte, ce qu'elle prévoit, elle, c'est qu'on paye 100% du rendement de l'actif sous-jacent dans la mesure où il est positif. Toutefois, les PGLM, les BCP ont généralement un rendement maximal prévu. Donc, on vous offre une garantie de rendement minimum à 0. Il y a un coût pour offrir cette garantie-là, pour financer cette garantie-là, puis pour assurer l'équilibre financier du montage, on vient prévoir un rendement maximal, c'est ce que vous avez là. Juste un petit instant sur la courbe jaune. On voit que la courbe jaune est plus élevée à son niveau minimum que 0, simplement parce que, en plus de prévoir une participation au rendement positif, on vient en toutes circonstances, tout au long du contrat, prévoir un dividende, ce qui garantit un rendement minimum. Donc, on va regarder maintenant de façon plus précise comment sont couvertes les garanties offertes sur fonds de placement à travers des PGLM ou des billets à capital protégé par des options. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que d'abord, quand vous investissez, supposons que vous investissez 1000 $, ben, le 1000 $ en question, on va en prendre une bonne partie qu'on va investir dans des titres à revenus fixes, essentiellement, le plus souvent, des obligations zéro coupon. Puis, les intérêts qu'on va faire sur ce titre à revenus fixe-là va venir reconstituer le capital garanti à l'échéance. OK? Donc, le capital garanti à l'échéance, c'est le montant qui a été investi. Mais évidemment, quand on achète un PGLM, on espère une valeur à l'échéance qui est supérieure au montant investi.
Pour aller chercher le rendement supplémentaire au-delà du montant investi, on va faire ça, l'émetteur va faire ça en achetant une option d'achat. Donc, l'achat d'une option d'achat va permettre de procurer le rendement qui est en excédent du montant investi, donc le rendement supplémentaire qu'on veut créditer au client. Mais, on le verra dans un instant, de financer le titre à revenu fixe et la prime payée pour l'achat d'une option d'achat, ça va souvent coûter plus cher que le montant que le client investit. C'est ce qui fait qu'il faut aller chercher du capital pour assurer l'équilibre financier. On va atteindre cet objectif-là en vendant une option d'achat, donc on va encaisser une prime pour ça. Plus concrètement, ce que j'ai ici, c'est mon petit schéma de tantôt qu'on va décomposer en 3 actions sur les marchés. La première, c'est qu'on achète un titre à revenu fixe. OK? Le client veut investir 100 000 $, acheter un titre à revenu fixe, une obligation 0 coupon, là, ou un coupon. Maintenant, avec une échéance, supposons dans 4 ou 5 ans, ça coûte 83 000 $. Donc, j'investis 83 000 $ dans ce coupon-là. Il me reste 16 000 $ à investir dans les options pour générer ou créditer le rendement que génère le fonds de placement sous-jacent. Donc, la valeur de l'indice de mon fonds de placement est à 4 000. Comme je veux générer du rendement sur une somme notionnelle ou un montant investi de 100 000, ça me prend 25 options. Donc, j'achète 25 options. Puis, comme c'est montré sur le graphique, acheter une option qui va créditer le rendement au-delà d'une valeur indicielle de 4 000 au point de départ, et ce, à l'échéance, ça me coûte 936 $. Donc, pour acheter mes 25 options d'achat, ça me coûte 23 000 $. Puis, comme j'ai juste 16 000 $ de résiduel après avoir acheté le coupon, là, je suis en déficit. Ça m'amène à un niveau de déboursé qui est trop important. C'est là où je vais vendre une option d'achat, c'est-à-dire que je dois aller récupérer 6 868 $, qui est la différence entre ma valeur résiduelle puis le coût d'achat de mes options d'achat. Il faut que j'aille chercher ça. Comme on a dit tout à l'heure, je vais acheter 25 options d'achat, donc il faut que je vende le même nombre d'actions. Donc, je dois récupérer pour chacune des options d'achat que je vais vendre 275 $. Puis pour avoir une valeur à la transaction de 275 $ sur chacune des options, je me dois de garantir le rendement en excédent de 5 800. Puis évidemment, ça coûte moins cher de garantir le rendement en excédent de 5 800 que le rendement en excédent de 4 000. La différence tenant à tout le rendement qui se situe entre 4 000 et 5 800. Là. Donc, ça me permet d'être à un niveau de rendement plus élevé que mon point de départ. En fait, si je fais la différence ou je calcule le pourcentage d'augmentation entre 5 800 et 4 000, ça me donne 45 %. Ça, c'est le rendement maximal que je vais pouvoir payer sur mon PGLM. Parce qu'au-delà de ça, je vais devoir prendre l'argent supplémentaire que je touche, au-delà de 5 800, sur l'option que j'ai achetée, pour la payer à celui qui a acheté l'option d'achat que j'ai vendue. Ça peut être mêlant, là. Et prenez un petit peu de temps pour vous retrouver dans ça. Puis ça, c'est résumé dans le graphique, dans le schéma qui est au bas, là, à droite. Au-delà de la valeur à l'échéance, je dois débourser sur l'option vendue à même le gain que je fais sur l'option achetée. Dans ce cas-ci, la valeur, c'est 5 800 qui me confère un rendement maximal de 8,1 % pour chacune des années. Donc voilà pour les options dans un contexte de garantie sur placement. On va y aller maintenant avec les repos dans un contexte de superposition en matière de régime de retraite, puis on va enchaîner tout de suite après avec les swaps. Les repos, c'est une mise en pension de titre. Comment ça fonctionne? Puis on va regarder comment ça fonctionne avant de voir comment ça peut être appliqué dans un contexte de superposition des régimes de retraite. Ça prend d'abord un emprunteur puis un prêteur. L'emprunteur, c'est le régime de retraite. Lui, il veut avoir des liquidités. Il veut investir sur les marchés. Ça lui prend des liquidités. La banque est prête à lui prêter ça. Mais pour éviter de payer un taux d'emprunt plus élevé, à l'émission, ce qui va être fait, c'est que l'emprunteur, il va emprunter du comptant. Le régime de retraite va emprunter de l'argent sonnant, mais il va donner en garantie, à titre de collatéral, un placement, par exemple une obligation. OK?
Donc, la banque accepte de prêter au régime de retraite de l'argent comptant, mais à un taux d'intérêt, un taux de financement beaucoup plus faible, parce que la banque acquiert à ce moment-là un collatéral, elle a un droit sur le collatéral. Par contre, plutôt que d'être simplement une transaction achat-vente, ce qui est prévu dès la signature du contrat, c'est qu'à l'échéance, la banque va revendre le titre au régime de retraite, puis en contrepartie, le régime de retraite va payer l'argent comptant et les intérêts sur la transaction. Donc, le titre que la banque a acheté, puis qui est revendu au régime de retraite, il est là strictement à titre de garantie, à titre de collatéral, puis c'est ce qui permet de financer le repo à des taux d'intérêt beaucoup plus faibles qu'un emprunt classique parce qu'il y a un titre qui est donné, si on veut, en garantie. Maintenant, on va regarder comment ça s'applique dans un contexte de financement des régimes de retraite. Classiquement, les régimes de retraite étaient financés par l'investissement de l'actif à hauteur de 60% dans des actifs de croissance. Un actif de croissance, des actions, des immeubles, etc. Là. Puis 40% dans des obligations de base. Donc, les obligations rapportent moins, mais ils permettent une meilleure gestion du risque parce que le prix des obligations va varier de façon similaire au passif du régime. C'est-à-dire que si j'ai une augmentation de mes taux d'intérêt, par exemple, le prix des obligations va baisser, tout comme le passif du régime va baisser, parce que le passif, c'est comme une obligation, là. La valeur, c'est la valeur actualisée. Le prix, c'est la valeur actualisée du placement ou des engagements. Donc, dans un contexte où on finance 60-40, ben, on peut aller chercher un bon rendement, sauf que la couverture du risque de taux est faible, puis le régime s'expose à des surplus déficits, notamment si les taux d'intérêt varient. Donc, pour mieux se couvrir, les régimes pourraient dire, ben, je vais réduire ma proportion en actifs de croissance à 40, puis je vais augmenter ma proportion en obligations de base à 60 pour avoir une meilleure protection. Mais encore là, je suis couvert juste à 60. Puis en plus, comme j'ai juste 40% dans des actifs de croissance, le taux de rendement global que je peux espérer est inférieur à ce que j'ai besoin pour assurer le financement de mon régime dans le futur. Donc, c'est là que la superposition entre en vigueur. Ce qu'on fait, c'est qu'on maintient 60% dans des actifs de croissance, mais on vient augmenter la proportion qui est investie dans des obligations en finançant cette augmentation-là par une superposition, par l'achat de repo. OK? Donc, le régime de retraite convient avec une banque, typiquement, de la mise en place de repo, donc d'une transaction de mise en pension, qui fait en sorte que le régime de retraite met en pension des titres auprès de la banque émet des liquidités. Avec ces liquidités-là, le régime de retraite investit ça dans des obligations pour allonger sa durée puis mieux couvrir son passif. Évidemment, les repos ont des durées assez courtes, là, ce qui fait en sorte qu'il est prévu qu'il y aura renouvellement des repos à l'échéance, qui est à ajuster, puis on va le voir dans un instant, le niveau qui est requis pour assurer une bonne protection. Donc ici, pour garder ça simple, on a supposé que les chiffres balançaient tout, là, 40, 60, ça donne 100, etc. Là. Mais dans les faits, il y a différentes simulations qui sont faites pour établir le niveau souhaitable de repo. Je donne un exemple aussi, c'est le cas du RRMD, le régime de retraite du Mouvement Desjardins. L'information qui vous sont présentées est extraite du rapport annuel du régime. Le rapport annuel 2022. Puis évidemment, on fait état dans ce rapport-là de la situation des marchés financiers en 2022. Donc, les obligations, telles qu'évaluées ici par l'indice FTSE, là, donc sur les obligations Canada à long terme, mais des obligations provinciales, là, ça a baissé de 22,3. Le marché des actions a baissé aussi 5,8% au Canada. Puis quand on regarde l'ensemble du monde des actions, ça a baissé de 12,4. Pendant cette période-là, c'est-à-dire pendant l'année 2022, évidemment que le régime a réagi, si on veut. Première bonne nouvelle, c'est que le niveau de capitalisation au 31 décembre 2021 était à 122. Un an après, il était à 119. Il a baissé un petit peu, là, mais c'est marginal. Si on arrondissait le moindrement, on pourrait dire qu'il s'est maintenu autour de 120%. Ce que vous avez dans le bas, c'est plus au niveau de l'actif. D'abord, si on regarde 2021, on avait à la fin de 2021 30% de l'actif
qui est investi dans des repos. Donc, où il y avait des engagements liés au repo, puis d'autres dérivés, là, mais principalement des repos, ce qui permettait d'investir plus que 100%, si on veut, là, le net des engagements correspondant à 100. On investit 30% parce qu'on est allé chercher 30% de plus en superposition. En 2022, on a rajouté le tir. On est à 103 moins 19. Donc, on a réduit le niveau dans des niveaux d'engagement des repos. Puis, évidemment, il y a eu des pertes de valeur sur les marchés. Un autre exemple de l'utilisation des dérivés ou des repos pour de la superposition de régimes de retraite. Vous avez ici la situation des grands régimes ontariens, les grands régimes publics ontariens. OTPP, là, c'est Ontario Teachers. Donc, le régime des enseignants de l'Ontario. ORMER, c'est les employés municipaux. Puis, c'est les employés des hôpitaux ontariens. Ça remonte à 2020, là. Puis, on voyait que dès ce moment-là, ces régimes-là avaient des valeurs à court terme négatives importantes qui correspondent à de l'emprunt qui est fait, là, dans un contexte de superposition. Donc, voilà pour les mises en pension, les repos. On va regarder maintenant, du côté des swaps, un swap, faut le voir carrément comme un échange. Tu me donnes un montant, je te donne un montant. Ce qui est important, bien sûr, c'est le montant, la détermination du montant en question, puis la période pendant laquelle on va faire l'échange. Un swap, il y a différents swaps qui sont possibles. Il peut y avoir des swaps sur des devises, donc dollar canadien contre dollar américain. Il y a plein de swaps, là. Mais ici, ce qu'on regarde dans un contexte de gestion actif-passif, ce sont des swaps de taux d'intérêt. Puis on le regarde dans un contexte banque-assurance. Avant de parler du contexte, il faut savoir un swap de taux d'intérêt, c'est qu'une partie s'engage à payer un taux fixe sur le long terme, okay, qui est prévu au moment du contrat. Puis l'autre partie qui reçoit le taux fixe, elle s'engage à payer un taux variable à court terme. Par exemple, le CEDAR, là, qui est couramment utilisé, là, taux de prêt interbancaire au Canada. Donc, c'est un taux variable. Donc, pour celui qui reçoit le taux fixe sur toute la période du contrat, ça lui permet d'allonger sa durée parce qu'il y a une garantie, justement, de taux fixe. Alors que pour celui qui reçoit le taux, reçoit le taux variable, ça vient réduire sa durée. On va regarder ça dans le contexte d'une banque où les passifs sont généralement de durée plus courte que l'actif. C'est le contraire de la réalité des compagnies d'assurance où le passif, les contrats d'assurance, sont généralement à durée plus longue que l'actif. Donc, les swaps sont très, très intéressants à ce niveau-là, très utilisés. La banque va vouloir recevoir un paiement à taux variable pour réduire sa durée. Puis la compagnie d'assurance va vouloir recevoir un paiement à taux fixe pour allonger sa durée. Avant de passer à un exemple concret, vous avez SVB, Silicon Valley Bank, là, qui a fait faillite en mars 2023. Il y a une petite capsule sur la chaîne YouTube qui fait état très rapidement, là, 5-6 acétates, de 5-6 minutes, justement de la situation de SVB, ce qui l'a amené à la faillite. Puis on voit que cette question-là des taux variables, des taux sur dépôt variables, ça a été un élément déclencheur, là, amplifié par le mauvais appariement avec l'actif, etc. Là. Donc, si vous en avez à savoir plus, une belle petite capsule par rapport à ça. Nous, si on regarde la mécanique d'un swap, rapidement, 2 acétates, ce qu'on voit ici, toutes les informations qui vous sont présentées, là, c'est l'information tirée de Bloomberg, là, on les remercie. Ici, vous avez la courbe anticipée au moment où le swap est convenu de l'évolution des taux d'intérêt. Donc, on est à des taux faibles, entre 3/4 et 1%. On s'attend que les taux vont monter. Puis si on prend les taux zéro coupon, là, donc ils nous donnent une idée des taux anticipés à plus long terme, on s'attend que ça monte autour de 2,5%. OK, donc le taux variable va être en augmentation, ce qui fait en sorte que si on veut négocier un repo, ben, il faut avoir un paiement d'un taux fixe qui se situe à quelque part entre le taux variable actuel et le taux variable ultime qui va être plus élevé. OK? Ce que vous voyez ici, c'est typique des interfaces Bloomberg. Ben, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le taux zéro coupon, qui est à 3/4 de 1%, on s'attend que sur un horizon de 5 ans,
il va monter à 1,15 %. Donc, on s'attend à ce que le taux variable augmente, ce qui fait en sorte que la compagnie d'assurance reçoit un taux fixe qui, dans les premières années, est plus faible, est plus élevé, pardon, que le taux variable. Mais à l'inverse, subséquemment, c'est le taux variable qui va devenir plus élevé. Donc, dans ce cas-ci, dans les premières années, c'est la compagnie d'assurance qui va recevoir un certain montant parce que le taux qu'elle reçoit est plus élevé. Mais à plus long terme, c'est la banque qui va recevoir parce que le taux variable, après quelques années, là, va devenir plus élevé que le taux fixe. Ce qui est intéressant de noter, évidemment, c'est que à la signature du contrat, au point de départ, la valeur présente de ces paiements-là, puis ici on fait simplement présenter les paiements nets, là, c'est d'une valeur actualisée égale à 0, ce qui fait que le contrat est en équilibre. Évidemment que les taux variables n'évolueront pas comme c'était prévu au départ, pour toutes sortes de raisons, ce qui fait en sorte que la valeur présente du contrat au fil du temps va évoluer, mais à la signature, au moment où on en convient, la valeur présente des déboursés nets est égale à 0. Donc voilà, ça fait le tour de ce que je voulais voir par rapport à ça. Vous avez, évidemment, la capsule est sur YouTube, c'est là que vous l'avez accédé. Il y en a plein d'autres que vous pouvez consulter. Puis, il y a le bouquin aussi qui est disponible aux presses. Donc voilà, merci pour votre attention et à une prochaine.